Voilà. Une question courte pour Paul Andreu. L'espace de l'architecte, c'est un espace dans lequel se meuvent des corps, justement des corps en déplacement, et dans lequel on doit construire l'espace en fonction de ce mouvement. Est-ce qu'on ne rejoint pas la conception de l'espace de Poincaré à ce moment-là? On peut appuyer sur le bouton là. Il le sait en plus. Moi, j'espère. Voilà. Oui, c'est bien les espaces. On s'y déplace, surtout dans les espaces qui sont des espaces de transition. Il y a deux séries d'espaces. Il y a des espaces où on reste, comme on dit dans la campagne, et ceux où on bouge. Dans ces espaces où on bouge, effectivement, le corps se déplace, le corps est en mouvement et prend possession de l'espace par ce mouvement. Donc Poincaré, je crois tout à fait raison. Alors, évidemment, on pourrait demander à Poincaré, je me suis posé la question, est-ce que dans une eau sans limite, à une profondeur suffisamment abyssale, le corps d'un poulpe très déformable a-t-il les mêmes sensations géométriques que nous? Je ne crois pas. Mais nous avons celle-là, et puis voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que une image n'est pas de l'architecture. La perception qu'on a, c'est une succession d'images, un complexe d'images que je ne sais pas, moi, comment analyser. Mais c'est ce complexe d'images qui fait que c'est bien de l'architecture et c'est bien comme une œuvre d'art, comme le serait une peinture ou une sculpture, un objet qui est la transition entre ceux qui font, réalisent, pensent l'objet et ceux qui le prennent. Il y a recréation complète par celui qui perçoit. Je crois qu'il y a une question d'astronome, après une question de mécanicien. L'astronome d'abord. Vas-y, on t'écoute. Tu as une question? Voilà. Ah, tu n'es pas astronome? Le bouton. De toute façon, c'est un petit peu une question effectivement astronomique. Parce que quand vous avez dessiné, c'est pour Alain Berthoz, hein, quand vous avez dessiné votre ellipse comme ça, en disant que ça va plus vite là que là, on pense immédiatement au fait que la vitesse aréolaire est constante dans un mouvement à accélération centrale, comme celui des planètes. Donc, comme la vitesse de description de l'air est constante, ça va plus vite là que là. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que... Merci, je ne savais pas ça. Mais l'important pour nous, c'est le choix qui a été fait au cours de l'évolution de simplifier à ce point-là, c'est-à-dire de faire en sorte que dans nos structures cérébrales, ces lois qui sont des lois générales sont aussi, et le mot est terrible, implémentées, c'est-à-dire cette adéquation en quelque sorte des règles du mouvement par rapport aux règles générales de la physique. C'est ça qui est très, très curieux et très intéressant. Merci. Jean Salençon d'abord. Hein? Oui. Autre question pour M. Berthoz. Incidemment, en astronomie, c'est le contraire. C'est-à-dire les planètes vont plus vite là où le doigt, c'est exactement le contraire. Pardon ? À mon avis. Pour le mouvement des planètes, elles vont plus vite, alors que quand vous décrivez l'ellipse, vous ralentissez dans les courbes parce que les courbes sont plus difficiles, mais les planètes accélèrent. J'ai bien fait de dire que je ne savais pas. J'ai deux questions pour vous, en vous remerciant d'abord de votre exposé très riche. La première, c'est avez-vous des commentaires à faire sur des applications éventuelles pour certaines maladies impliquant le corps, comme par exemple la maladie de Parkinson? Et la deuxième, un peu plus polémique, que pensez-vous des différences, soi-disant différences de perception 2D et 3D entre les hommes et les femmes? C'est une question scientifique. Merci de ces deux questions très, très importantes. La première, c'est qu'effectivement, une grande partie de mon travail est fait depuis longtemps. Je ne suis pas médecin, hein, avec des neurologues et des psychiatres maintenant. Et à peu près tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure a aujourd'hui un impact direct sur l'examen d'un certain nombre de pathologies. Par exemple, bien que je ne sois pas médecin, j'ai eu l'arrogance de proposer à mes amis neurologues et psychiatres qu'il y a ce que j'appelle un trait transnosographique, c'est un terme des médecins, qui concerne aussi bien
la maladie d'Alzheimer, peut-être le Parkinson, mais c'est une autre chose, le Parkinson. Mais en tout cas, l'autisme, l'anxiété spatiale, etc., qui est cette difficulté de manipuler les référentiels spatiaux, etc. Donc oui, merci, et je travaille aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler aujourd'hui à Paris, en Italie et dans d'autres pays avec des équipes de neurologues, de psychiatres et aussi beaucoup avec des pédopsychiatres sur le problème de développement. Voilà. Je crois que j'ai le temps de vous répondre que là-dessus, mais je serai très heureux de pouvoir en parler dans un autre contexte. En ce qui concerne les hommes et les femmes, c'est un sujet délicat et il se trouve que je suis invité à faire beaucoup de conférences chez les psychomotriciens. En général, il y a 90% de femmes et il m'est souvent assez difficile de commencer en disant qu'en ce qui concerne le traitement de l'espace, il y a des différences considérables. Ces différences de traitement de l'espace entre les hommes et les femmes sont documentées dans les livres. Par exemple, le livre de Doreen Kimura, Brain Gender, le livre de Melissa Hines sur les différences de traitement de l'espace entre les hommes et les femmes. Nous savons qu'il y a de très grandes différences chez l'enfant dans le développement de l'espace et en particulier aussi, puisque vous mentionnez la pathologie, vous savez que l'anxiété spatiale est quand même souvent chez les filles. Vous savez que l'anorexie mentale, c'est-à-dire l'espace du corps et des relations avec l'extérieur, c'est aussi beaucoup les filles. Vous savez qu'il y a des différences très importantes, je ne vais pas faire la liste, dans ces différences. Et nous travaillons en ce moment beaucoup sur ces questions. Et nous avons, moi dans mon laboratoire au collège, nous avons fait depuis une dizaine d'années plusieurs études, soit en IRM, soit avec des patients, pour étudier cette question des différences de traitement de l'espace entre les hommes et les femmes. Par exemple, sur la question de la latéralisation, vous savez que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais le cerveau gauche est particulièrement impliqué dans le traitement séquentiel de l'espace, c'est-à-dire vous souvenir du cheminement que vous avez fait depuis l'entrée de l'Institut jusqu'ici. C'est aussi le cerveau du langage, et ça n'est pas étonnant puisque le langage est séquentiel, on raconte son trajet. Le cerveau droit, plus particulièrement dans l'aspect cartographique, spatial, global, cette description est évidemment caricaturale, il y a des nuances là-dessus. Eh bien, dans ce jeu entre les deux espaces, eh bien, les femmes ont tendance à utiliser plus volontiers le cerveau gauche et à utiliser des stratégies séquentielles, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai de toutes les femmes, je m'empresse de le dire. Il y a des différences extraordinairement importantes au sein des espèces et au sein de chaque genre en particulier, enfin de chaque sexe. Donc il faut dans cette affaire-là être à la fois extrêmement scientifique et pour vous donner une idée, il y a un certain nombre une recherche que nous avons été obligés d'aller faire en Hollande parce que pour la faire correctement, il fallait demander à des jeunes filles de ne pas prendre la pilule pendant 3 mois, de faire des prélèvements d'estrogène parce que le même test spatial chez une femme à différents moments du cycle menstruel pendant le mois ne donne pas les mêmes résultats. Et chez nous, les hommes, c'est le matin et le soir et l'été et l'hiver à cause de la testostérone. Autrement dit, il fallait aller faire des prélèvements d'estrogène et dans mon labo, le temps que j'ai l'autorisation du comité d'éthique, le postdoc était parti. Donc il s'agit d'un sujet extraordinairement important, extrêmement intéressant, mais qui doit être pris avec la modestie et la prudence qui est celle de notre métier. Merci de votre question. Commençons, je crois que Jean Salençon attend depuis quelque temps, oui. Oh, je peux encore attendre. Bon, effectivement, Alain, ça sera encore pour toi. Tu as incidemment prononcé une fois le mot gravité. Oui. Alors, je pense qu'il serait intéressant d'élaborer un peu plus sur le rôle de la gravité de la façon suivante. Qu'est-ce que les expériences en l'absence de gravité ou en gravité faible nous ont apporté sur la compréhension du concept d'espace ? C'est bien jusqu'à minuit que... C'est le 5 à 12 ou le 5 à 7 Bien, la gravité. Je crois que j'ai essayé de montrer, et je dois dire que Hubert Curien, qui nous avait beaucoup aidé à faire des expériences dans l'espace, avait
était un des premiers à comprendre l'importance du système autolytique. Je me souviens qu'il avait dit dans des réunions au CNES que nous avions un capteur spécialisé dans la détection de la gravité. Ce n'est pas le seul. Nous mesurons les effets de la gravité avec le système autolytique, je l'ai montré tout à l'heure en citant Einstein, mais nous mesurons aussi les effets de la gravité par toute la proprioception. Le fait que nous sommes, comme disait un des cosmonautes en revenant sur Terre après le vol spatial, nous sommes collés sur la Terre. Donc la proprioception des pieds, des muscles, et même nous avons un collègue allemand, Horst Mittelstadt, qui était un très grand savant, et qui avait dit que nous avons aussi un récepteur de gravité dans le tronc. Et il y a des discussions actuellement pour savoir si il y a un rôle des récepteurs gravitaires, des reins. Nous avons la chance d'avoir des reins suspendus. Et il avait proposé l'idée que nous avons aussi là des systèmes de détection de la gravité, puisque certains patients ayant des lésions vestibulaires bilatérales avaient encore la capacité de s'orienter, etc. Donc la gravité est un référentiel, comme disait Paillard, la file à plomb gratuit dont l'évolution nous a dotés. Nous pourrions en discuter longtemps et peut-être approfondir la question d'ailleurs. La deuxième partie de ta question, c'est qu'est-ce que les vols spatiaux ont pu nous apporter? Je dois dire, et tout le monde le sait, qu'il y a eu de grands débats sur cette question. Est-ce que le fait de faire de la biologie dans l'espace, est-ce que le fait d'avoir des hommes dans l'espace pour faire des expériences était utile dans la mesure où dans le futur on aura peut-être principalement des robots? Moi je vais donner mon point de vue qui est aussi celui de la communauté scientifique des sciences de la vie. C'est que le problème n'est pas un problème tel qu'il a quelquefois été posé, c'est-à-dire le problème du coût. Les scientifiques n'ont pas à dire si c'est plus cher ou moins cher de mettre une station spatiale ou pas. La question, c'est exactement la question scientifique. Qu'est-ce que peut nous apporter le fait de faire des expériences sur des animaux ou l'homme en microgravité, puisqu'il y a encore la gravité, mais elle est compensée par la force centrifuge, n'est-ce pas? Il y a ambiguïté. Et la réponse, c'est que c'est une occasion extraordinaire de regarder deux choses. Premièrement, l'effet de la gravité sur notre fonctionnement perceptif, moteur, etc. Et nous avons, avec la communauté scientifique internationale, obtenu un certain nombre de réponses. C'est un peu court, là, de prendre le temps de donner les résultats. Mais il y a eu un autre avantage qui a été perçu par nos collègues travaillant, par exemple, sur les pleurodèles. Et Claudie Hennuret avait fait une manip dans ce domaine. C'était, par exemple, le fait d'aller faire se développer des animaux en absence de gravité. C'est-à-dire d'avoir un modèle de développement embryonnaire d'animaux en absence de gravité. C'est tout à fait intéressant d'aller faire naître des animaux et ensuite de regarder ce que l'absence de gravité à la naissance et pendant le développement à différents moments apporte. Par conséquent, notre sentiment a été, et c'est encore le mien, et je suis désintéressé puisque je ne fais plus moi-même d'expérience spatiale. J'ai eu la chance de participer à au moins une quinzaine de vols spatiaux avec tous les cosmonautes français, russes et américains. Je pense que nous pouvons, avec bien sûr un processus de sélection scientifique implacable, utiliser l'espace quand l'occasion se présente pour répondre à des questions scientifiques sur le rôle de la gravité sur la vie. Il suffit de se regarder en face dans le miroir le matin pour s'apercevoir que nous sommes asymétriques et que la gravité a joué un rôle fondamental dans la vie. Et puis, il y a une dimension aujourd'hui, à cause des vols de longue durée, qui est un sujet sur lequel moi j'ai commencé à travailler et qui est ce que nous appelons l'adaptation double. C'est-à-dire que quand les hommes ou des animaux iront pendant 1 an ou 2 ans faire des vols spatiaux, des vols sur Mars, ils vont se trouver en état de microgravité pendant longtemps. Ils vont acquérir à ce moment-là, par suite de la remarquable plasticité et flexibilité du cerveau, la capacité, comme ont fait nos collègues astronautes qui ont passé 1 an là, la capacité de bouger, percevoir sans l'aide de la gravité. Et le problème, c'est qu'est-ce qui se passera quand ils vont revenir? Ils auront deux systèmes, comme lorsque nous allons en voiture en Angleterre, par exemple, nous conduisons à gauche pendant 1 semaine, et comme vous savez, notre cerveau continue à garder ce système-là.
Et il y a là des questions extrêmement intéressantes qui sont importantes, pas seulement pour l'adaptation à l'espace, mais aussi parce que, et c'est une vision, puisque vous m'en donnez l'occasion, merci, d'étudier un problème qui intéresse aussi les neurologues et les médecins, qui est celui de la rééducation de lésions fonctionnelles dans le cerveau, parce que notre cerveau est capable de remplacer une fonction qu'il a appris par une autre. Et donc c'est une question qui permet de servir de modèle en quelque sorte sur cette capacité qu'a le cerveau de gérer en même temps ou de construire la même tâche avec des systèmes très différents. Voilà, j'ai essayé de répondre. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se profilent. Il va falloir répondre de manière un peu plus courte. Hein. D'accord. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut poser des questions. Ah ouais, il faut poser... Bon, je peux te alors, dire... moi, la question... Mais il y a... Poser la question. Notre collègue, M. Petit-Gérard, voudrait poser une question. En fait, rassurez-vous, l'exposé de la question peut-être un rien plus long, mais je pense que vous avez une réponse rapide. Ça peut vous concerner tous les deux. J'enlèverai Paul Andreu pour la réponse parce que d'abord je l'ai sous la main régulièrement et que deuxièmement il est concerné. La question au fond que je me pose, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas une connaissance intuitive des artistes de ce problème et de ce problème de l'espace. D'abord parce que quand vous, par exemple, vous êtes sur une partition, vous concevez une partition, vous êtes totalement sur l'écrit. Vous allez entendre les sons dans votre tête, vous allez les construire d'une façon très différente. Vous allez même imaginer les acoustiques, comme a pu le faire Wagner, allant jusqu'à carrément construire son opéra idéal par rapport à l'acoustique qu'il imaginait. Vous parliez de la symétrie, par exemple, et de cette sorte de prédisposition à la symétrie. Quand on écoute Jean-Sébastien Bach, au moment où on croit avoir compris, puisque le système semble symétrique, c'est le moment où il part ailleurs, où il est génial. Beethoven n'a pas fait ça, sol, mi, fa, ré, mi, do. Non, là, il s'est arrêté. Il s'est arrêté après fa, ré. Il part ailleurs. Parce que là est le génie, là est l'ouverture. On s'est rendu compte aussi d'une chose. Là, je vous parle non plus d'expérience compositeur, mais celle de chef d'orchestre et de pianiste. Quand vous dirigez, par exemple, la première symphonie de Brahms, qui commence avec un ostinato d'un timbalier qui fait do, do. J'avais un timbalier qui faisait do, 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 do. Je lui ai dit, fais-moi le geste d'une seule main. Il dit, mais pourquoi? Je dis, parce que visuellement, tu vas aider le public à comprendre. Et les gens ne vont plus entendre la musique de la même manière parce qu'il y a ça. Se pose aussi à ce moment-là le problème de la disposition de l'orchestre. Quand dans Daphnis et Chloé, que je dirige d'ailleurs la semaine prochaine en Pologne, Ravel écrit au début de la deuxième suite les contrebasses qui commencent mi, si, ré, mi, sol, la, mi, et que ça passe au violoncelle, aux altos, et que maintenant je vois l'Orchestre national de France allant vers la mode de mettre les seconds violons à droite ou les altos à droite, et que j'entends ce sublime orchestre jouer Ravel en massacrant la géométrie spatiale qu'avait imaginé Ravel, qui est quelque chose de très grave. Au fond, et le dernier point sur la mémoire, vous parliez des mémoires, c'est extraordinaire quand vous êtes en train de jouer en concert, en tant que pianiste, et à un moment donné, vous êtes parti. Pourquoi? Parce qu'il y a une mémoire, la mémoire de la partition, les mémoires visuelles, il y a la mémoire musculaire de la main, il y a la mémoire rythmique, il y a la mémoire harmonique, il y a la mémoire émotionnelle. Et à un moment donné, vous êtes en train de jouer, et en fait, vous êtes parti. Le grand moment, c'est le moment où vous revenez. Ça a continué à jouer tout seul. Vous revenez, et vous écoutez ensuite l'enregistrement. Vous apercevez que ce moment-là est des fois plus intéressant que ce qu'il y avait avant, alors qu'il y a une des formes de conscience qui est partie. Alors au fond, la question, est-ce que finalement l'abstraction qu'il y a dans la création artistique ne lui donne pas une prédisposition à dépasser le monde euclidien? Oh. Monsieur le mathématicien. Oui, les mathématiciens sont souvent de grands musiciens. Je ne sais que répondre, à part le fait qu'en effet, on a appris aujourd'hui que Poincaré, avec cette vision de la géométrie qui n'était pas exclusivement visuelle, et les pages qu'il écrit sur le monde sonore, par exemple, vont un peu dans votre sens. C'est le fameux logiciel dont je parlais, le logiciel Espace, qui ne prend pas que du visuel et qui transforme aussi la musique en espace. Je ne peux pas dire grand-chose de plus, par le fait que
C'est quand même assez mystérieux tout ça. N'est-ce pas? Oui. Je peux vous dire, vous répondre très brièvement. Moi, nous avons eu l'occasion au Collège de France d'avoir Pascal Dussapin pendant un an. Et j'ai eu l'occasion d'avoir de grandes discussions avec lui, malheureusement trop courtes, sur l'organisation très spatialisée qu'il fait et qui nous a décrit de façon merveilleuse de ses opéras. Et vous savez qu'effectivement, à l'IRCAM, il y a aussi, bien sûr, des études qui sont faites là-dessus. Et en particulier aussi à Genova, une équipe de musiciens a investi une ancienne église, d'ailleurs qui est très belle, qui est désaffectée, mais qui est pleine de fresques, où ils ont monté un laboratoire pour essayer de regarder certains des aspects de la musique. C'est tout à fait passionnant. Je vous remercie de ce que vous nous avez appris. Je pense qu'il est temps de donner la parole à ce monsieur qui attend depuis très longtemps. Mais il y en a deux, en fait, dans ma ligne de visée. Je suppose qu'on s'est déjà posé la question de savoir pourquoi la dimension de l'espace devrait nécessairement être un nombre entier, comme 3, 4 ou 10, plutôt qu'un nombre fractionnaire. C'est de savoir si, à part la commodité, on a d'autres arguments. Bon, là, je peux répondre en tant que mathématicien. Les dimensions ne sont pas nécessairement des entiers. Il y a beaucoup de géométries dont les dimensions ne sont pas entières. C'est quelque chose qui remonte à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, la prise de conscience que certaines géométries sont non entières. L'exemple qu'on donne en général, c'est la côte de Bretagne, qui est tellement fracturée et tellement fractale, c'est le mot qu'on emploie, que sa dimension n'est ni 1, ni 2, mais un petit peu entre les deux. Et si on mesure bien, on arrive à une valeur exacte pour la dimension de la côte de Bretagne. Donc c'est une partie de la géométrie qui est un sujet riche. Je ne crois pas qu'on puisse en parler maintenant, mais la dimension n'est pas nécessairement entière. Et si j'abusais, je pourrais vous dire parfois c'est même négatif. Mais bon, on n'en parle pas. Alors, monsieur, oui. Non, tu es après. Il y a monsieur au pull rouge avant toi. Mais je t'ai vu. Non, ton nom est là. J'espère que ma question sera courte, et du moins la réponse sera courte. C'est pour le professeur Berthoz. Vous avez dit que dans les perceptions que nous avons, nous les comparons à des modèles internes qui sont des modèles dans le cerveau. Ces modèles, comment sont-ils élaborés? Du moins, si j'ai bien compris. Comment sont-ils élaborés, ces modèles? Oui, merci. Ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, des réseaux de neurones qui se comportent de telle façon que si on envoie, j'essaie de caricaturer, que si on envoie un signal à l'entrée, à la sortie, il sort un signal qui est l'équivalent de ce qui se serait passé si, par exemple, on avait donné à un muscle, pour un modèle interne, prenons l'exemple d'un modèle interne d'un bras, d'un système mécanique comme le bras. Ce sont des réseaux de neurones qui, si on envoie un signal à l'entrée, par exemple dans le cervelet, eh bien, à la sortie, on a un signal qui correspond à ce que serait le signal correspondant au mouvement du bras. C'est-à-dire, c'est une représentation dans un système de neurones. Et vraisemblablement, c'est au cours de la petite enfance que s'élabore, c'est à ça que sert le jeu de l'enfant, qui se coltine la relation avec le monde physique et qui va construire peu à peu, par l'action, l'interaction, le jeu, sous-peser, partir, courir, qui va construire ces modèles dont l'existence, comme d'habitude, c'est nature and nurture, c'est-à-dire la capacité de les fabriquer est génétiquement déterminée, bien sûr, mais pour réellement les construire, il faut agir, et c'est pour ça qu'il est important que les enfants puissent bouger, et c'est pour ça que les enfants de Ceausescu, en Roumanie, qui étaient enfermés dans leur berceau pendant un an sans pouvoir bouger, avaient un vrai problème, ou bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait une opération à un enfant très jeune, c'est vrai pour la vision, etc., eh bien très vite, on redonne l'activité de façon à permettre au cerveau de reconstruire ça. Ça va? Très bien. Merci. Bon, il nous reste 5 minutes si on veut respecter l'horaire. Et 2 questions en liste, là. Alain Aspect et Philippe Taquet. Alors, Alain. Je ne suis pas sûr que c'est une question, mais c'est un commentaire.
Je suis un expérimentateur, un physicien expérimentateur naïf qui a les pieds sur terre. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Le vrai espace dans lequel nous vivons, c'est un espace à 3 dimensions. Alors, est-il euclidien, riemanien, ça dépend de l'échelle à laquelle je me place, mais il est incontestablement à 3 dimensions. Et je vais juste dire que j'ai été confronté dans ma vie scientifique à, je vais essayer d'aller vite, à une affirmation d'un grand théoricien de la physique quantique qui a mis en exergue de son livre « La physique quantique se déroule dans les espaces de Hilbert ». Mais à la fin, les expériences se font dans un laboratoire qui, lui... Non, mais c'est le problème profond que moi j'ai traité. Qu'est-ce que c'est que la non-localité quantique? La non-localité quantique, c'est le fait que quand j'ai des phénomènes qui se décrivent d'une façon simple, du point de vue mathématique, dans des espaces de Hilbert abstraits, à la fin, j'ai un détecteur ici, un détecteur là, et quand je veux plonger cet objet quantique dans l'espace réel pour dire j'ai observé un signal ici à tel instant et là à tel instant, c'est là qu'apparaît la non-localité quantique. Je crois qu'on ne peut pas échapper au fait qu'à la fin, on est dans un monde à 3 dimensions. Mais tu es peut-être pas d'accord. Je suis d'accord, dans un espace physique à 3 dimensions. Et dans mon petit discours, j'ai essayé de faire la distinction entre l'espace physique, et sur lequel je suis d'accord avec toi, il est dimension 3, rassure-nous, mais il y a ces espaces mathématiques dans lesquels nous pouvons rêver, imaginer, démontrer, créer, de manière mathématique. C'est ce que j'ai essayé de dire, et je suis d'accord avec toi que cette salle est en dimension 3. Oui. Tu es taquet, oui. Il n'y aura pas beaucoup de questions. Voilà, ma question est pour Alain. Voilà. Les chutes et les pertes d'équilibre sont une cause majeure de mortalité chez les gens âgés, dont le système autolytique est détruit. Peut-on imaginer dans un avenir proche des centrales inertielles installées pour les gens qui tombent et pour leur éviter ces chutes? Merci. On peut prendre l'autre micro. Voilà. Oui, merci de cette question. La chute est effectivement une des grandes causes de mortalité, en particulier à un certain âge. Le problème est que je ne suis pas neurologue, hein, et je parle avec beaucoup de prudence de ces questions. Le problème, c'est que si la question de la chute n'est pas résolue, c'est que les mécanismes sont d'une très grande complexité. Ils concernent pas seulement les capteurs vestibulaires, pas seulement la coordination entre la vue et le système vestibulaire, pas seulement... C'est un peu comme comment ça s'appelle quand on se casse le fémur. Le problème, c'est de savoir si on se casse le fémur parce qu'on tombe ou si on est tombé parce qu'on... Voilà. On tombe parce qu'on a une désorientation spatiale, on a une difficulté d'intégrer les différents espaces. On tombe parce qu'on met plus de temps à se rattraper. Moi, comme je considère que je suis un vieux monsieur maintenant, je tiens la rampe dans le métro parce que je sais que si je trébuche légèrement, je mettrai, disons, 90 millisecondes au lieu de 50 à retrouver le programme nécessaire pour rattraper. Donc, le problème de la chute est un problème extrêmement difficile. J'ai la chance de travailler en Italie depuis quelques années sur les enfants infirmes moteurs cérébraux qui, eux, ils tombent, mais ils ne peuvent même pas marcher. C'est-à-dire qu'ils sont, je vais imiter, ils sont comme ça, ils ne marchent pas. Ils ont des troubles et ils tombent. Eh bien, s'il y a certains d'entre eux, il suffit qu'il y ait quelqu'un à 50 cm d'eux qui les accompagne et ils se mettent à marcher. Alors qu'on rééduque en fait leurs muscles, leur vision, etc. Et nous travaillons à l'hôpital pour enfants Stella Maris de Pise avec le professeur Cioni depuis plusieurs années, avec l'hypothèse qui a été formulée aussi d'ailleurs par des cliniciens à Modena, etc., qu'une partie de ces enfants ont en fait des déficits dans la capacité de passer de l'espace de leur corps à l'espace, de changer d'espace. Parce que si je veux me mettre à marcher autour de ce podium, je dois passer de l'espace corporel à l'espace extracorporel. Et par conséquent, c'est ça qu'il faut rééduquer, et pas seulement les muscles. Donc il y a tout un
tout un monde sur lequel des dialogues avec les cliniciens, les rééducateurs est encore à établir, parce que ce n'est pas évident. Il faut apporter des preuves et il faut en plus convaincre. Bon, très bien, merci. Écoutez, d'abord, nous souhaitons demander pardon à ceux qui auraient voulu continuer à poser des questions, parce qu'évidemment, il y a ça ouvre beaucoup d'ouvertures. Je voulais dire que j'étais très sensible à l'invitation de l'Académie des sciences pour l'Académie des beaux-arts d'être ici. J'avais le souvenir, il n'y a encore pas si longtemps, d'un étranger qui me disait « Vous êtes quand même le seul pays où à la télévision, à 20h, on donne en début quels étaient les sujets du bac de philo », ce qui est un tout petit peu rassurant par rapport à certaines médiocrités qu'on voit ailleurs. Eh bien, je voulais vraiment vous remercier beaucoup et féliciter notre secrétaire perpétuel ici, Pascal Costard, parce que je trouve, et bien sûr tous les intervenants, c'était absolument passionnant et nous sommes particulièrement honorés d'avoir participé à cette réunion. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.